Bonsoir et bienvenue dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Ce soir, je vous emmène très loin de notre grand Sud. Je vous emmène au Mexique à la découverte des 4 accords toltèques. Nous allons découvrir un monde étonnant et un savoir très ancien qui est arrivé jusqu'à nous grâce à des chamans qui se sont transmis donc ce savoir pour nous le donner aujourd'hui. Maude Séjournant, bonsoir. Bonsoir. Je devrais dire plutôt bonjour, puisque vous êtes à Santa Fe, c'est ça? Voilà, je suis à Santa Fe, c'est-à-dire au Nouveau-Mexique. Oui. Et la partie nord, disons, de l'ancien Mexique, qui se trouve maintenant aux États-Unis. Très bien. Il est quelle heure là-bas chez vous? Aux alentours de 14h, c'est ça? Il est 14h, c'est ça. Bon. Et c'est une question que l'on pose à chaque fois que l'on a quelqu'un qui est très très loin de notre Toulouse, de notre Grand Sud. Quel temps avez-vous là-bas à Santa Fe aujourd'hui? Il fait grand soleil, un peu frais du vent, mais toujours très beau avec des couleurs d'automne merveilleuses. Bien. Alors, Maude Séjournant, vous êtes directrice de la collection Cercle de Vie aux éditions Jouvence. Vous êtes également auteur d'un livre publié chez Albin Michel qui s'intitule Cercle de Vie également. Vous avez été initié par un chaman mexicain, Don Miguel Ruiz, que vous nous présenterez évidemment dans cette émission. C'est lui qui a été le porteur face au monde occidental, je dirais, européen également, des 4 accords toltèques. Et comme vous nous l'avez dit, vous êtes en direct avec nous depuis Santa Fe, donc au Nouveau-Mexique, aux USA, où vous habitez. Première question, on y reviendra évidemment en détail tout à l'heure, mais comment avez-vous rencontré la première fois Don Miguel Ruiz? J'habite Santa Fe depuis 20 ans. Oui. Et donc, je suis au milieu des Indiens Pueblo. Il y a aussi quelques Navajo autour, mais enfin, le Nouveau-Mexique est le deuxième État des États-Unis où il y a une présence indienne. Oui. Donc, j'avais beaucoup fait de rencontres à cette époque, ce qui a créé justement mon livre. Et quelqu'un m'a parlé un jour de Don Miguel. Et j'ai été curieuse, j'ai voulu le rencontrer. Et il habitait à Santa Fe à l'époque. D'accord. C'était il y a plus de 15 ans. Et donc, voilà, je suis allée voir. Et il m'a dit d'ailleurs, quand on s'est rencontrés, il m'a dit You are an angel. Tu es un ange. Et pour lui, ange, ça veut dire celui qui est relié aux esprits, celui qui apporte des messages. Bien. Voilà. Vous nous raconterez ça donc en détail puisque nous allons passer 1h30 en votre compagnie. Alors, je rappelle à ceux et celles qui nous écoutent que vers 23h15, 23h30, notre émission sera ouverte aux témoignages. Si vous pensez avoir vécu des phénomènes de l'ordre du paranormal, nous sommes à votre disposition, Pierre Massias et moi-même, pour vous écouter et tenter de vous apporter des éléments de réponse aux questions que vous vous posez. On écoutera d'ailleurs tout à l'heure le témoignage de Michel de Toulouse qui a vécu une expérience proche de la mort. Si vous voulez également poser des questions à mon invité de ce soir, Maude Séjournant, le standard vous est ouvert, vous savez, Morad vous attend, il est à votre disposition. Vous pouvez nous appeler et intervenir en direct à l'antenne au 0826 300 300 ou encore passer par le biais des SMS. Vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace et vous envoyez le tout au 71 200. Je vous rappelle le numéro de notre standard, 0826 300 300, ça n'est pas un numéro surtaxé, vous pouvez nous appeler. D'ailleurs, on vous rappelle ensuite pour que ça vous coûte encore moins cher. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Don Miguel Ruiz est l'auteur de ce livre qui va nous servir de base ce soir pour découvrir les 4 accords toltèques. Le sous-titre, c'est La voie de la liberté personnelle. C'est aux éditions Jouvence, dans la collection dirigée donc par Maude Séjournant, qui est notre invitée ce soir. La collection s'appelle Le Cercle de Vie. Alors, Maude Séjournant, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, on va partir un petit peu de quelques généralités et à commencer, bien entendu, par la définition du chaman. D'après vous, qu'est-ce qu'un chaman? Alors, après toutes ces années effectivement de pratique, j'ai mis au point une définition assez précise que je vais vous livrer. Oui. Pour moi, le chaman ou la chamane, hein, parce que oui, il peut y avoir des femmes, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. C'est celui ou celle qui, par la maîtrise
de ces états de conscience peut rentrer dans une réalité non ordinaire pour aller y trouver des guides, des alliés, des outils, des connexions, des relations, pour les ramener ensuite à sa tribu, à sa famille, à son pays, à soi-même aussi, pour améliorer le bien-être de ceux qui sont autour de lui et de son environnement. Oui. Alors, il faut déjà admettre qu'il y a un ailleurs, un quelque part, un monde entre guillemets invisible dans lequel on peut piocher toutes ces informations. Oui, et je pense que maintenant de nombreux scientifiques nous en parlent et même peuvent nous le démontrer quasiment. Il y a de nombreuses réalités parallèles à notre monde. Oui. Est-ce que le chaman est un pont également entre le monde des hommes au sens race, hein, évidemment, et celui de la nature? Bien, la nature est évidemment un univers absolument important. C'est là où se manifeste l'esprit du monde, je dirais, hein, l'esprit de la création. Et vous venez de dire, il est un pont, sans doute. Justement, c'est sans doute sa vocation de faire l'aller et venue entre le monde du nagual, c'est-à-dire de la réalité non ordinaire, et le monde du tonal, c'est-à-dire le monde de la réalité ordinaire que l'on peut toucher, sentir, respirer, etc. Oui. Mais ce pont, et je pense que ce qui est important, c'est d'encourager chacun de s'attacher à être toi-même, ce pont, être dans cette relation. Hein. Les religions, au départ, le mot religion, ça voulait dire se relier, être connecté. Ouais. Les deux mots que vous venez d'utiliser, nagual et tonal, c'est ça? Oui. Ils sont de quelle origine? Ils sont mexicains? Ils sont oui, ils sont de cette tradition toltèque, absolument. Bien. Oui. On en parlera justement de la tradition toltèque, d'où vient-elle, en quoi elle consiste. Quand on parle de chaman également, souvent il vient à l'esprit que un animal correspond à chacun d'entre nous. Vous savez, l'animal totem comme l'on dit. Est-ce que ça correspond également à ce sens-là? Alors, l'idée de l'animal totem, effectivement, nous sommes tous reliés à l'esprit d'un animal spécifique dans le monde qui existe de l'esprit des animaux. Oui. Nous sommes reliés plus spécifiquement à une race d'animal plutôt qu'à une autre, fait de notre caractère, de notre type de situation, etc. Et l'idée est avoir une conscience de cette relation et savoir établir un lien et je dirais même un dialogue entre cette force vitale animale qui nous habite et notre conscience rationnelle d'hommes et de femmes modernes. Vous, par exemple, est-ce que vous savez quel est votre animal totem ou la race à laquelle vous correspondez? Absolument, et j'en ai même plusieurs. D'accord. Vous pouvez nous les énumérer ou ça reste de l'ordre privé? Alors, c'est une excellente question. Et j'apprécie beaucoup votre discrétion. Et c'est important justement pour les apprentis chamans ou les personnes qui s'intéressent à ce domaine de comprendre que toutes ces relations, c'est quelque chose qui va les faire grandir de l'intérieur, qui leur donne un pouvoir personnel qu'ils pourront ensuite utiliser à bon escient. Mais c'est pas quelque chose dont on doit se servir pour se différencier ou se vanter ou être original, etc. Le terme secret et sacré sont très proches. Et justement, la relation qu'on a avec son animal personnel, c'est quelque chose de très, très intime, très important et très précieux. Et donc, on s'en sert justement dans des circonstances spéciales et c'est pas quelque chose qu'on va nécessairement crier sur les toits. Il y a même certains chamans qui disent que si d'autres personnes savent quel est votre animal, ils vont pouvoir vous utiliser cela, éventuellement, s'ils ont des mauvaises intentions, pour aller
s'en servir contre vous. D'accord, très bien. Et alors, dernière question pour rester dans ce cadre général, le chamanisme, parce que vous êtes penché évidemment sur la question, le chamanisme est-il commun à toutes les civilisations? Est-ce que on en trouve à l'origine dans toutes les civilisations tout autour du monde? Est-ce que c'est universel? Il semble que cela soit universel dans la mesure où on a pu garder dans nos civilisations plus récentes les traces de cela. Nous sommes quand même conscients sur le sol français que nous avons les hommes de Lascaux, les grottes de l'époque qui figurent des animaux et des tas d'êtres qui sont peints sur les murs. Et on peut dire en tout cas que le chamanisme est la première religion du monde. Oui. C'est celle qui a fait, parce que c'est quelque chose qui est tellement basé sur des choses naturelles, sur les cycles du soleil, de la lune, des saisons, du jour et de la nuit, des manifestations de la nature comme le vent, le froid, l'eau, etc., les éléments. Donc, c'est ce qui est d'évidence en relation avec la première conscience qui se développe. Et c'est pour ça que c'est la première religion du monde dans toutes les cultures qui se sont développées dans tous les coins du monde. Ça a commencé par cette relation évidente avec les éléments de la nature. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on trouve des chamans en Sibérie, enfin qui portent le nom de chaman en Sibérie. On en trouve en Amérique du Sud, bien entendu. Et on peut dire qu'également que, peut-être pour aller jusqu'au bout du raisonnement, que les guérisseurs, les rebouteux, les magnétiseurs que vous avez peut-être croisés dans votre France natale sont aussi une émanation du chamanisme. Ça, je ne sais pas, je ne pourrais pas le dire. Je ne sais pas quelle est leur tradition et comment ils ont appris ce qu'ils savent. J'ai quitté la France il y a assez longtemps, donc je ne connais pas bien ce domaine et je ne pourrais pas vous répondre. Bien. Alors, en tout cas, vous nous direz dans quelques minutes qui est Don Miguel Ruiz, quel a été son parcours, son histoire, son parcours initiatique également, parce qu'il est né déjà dans une famille particulière. Je veux dire, il ne pouvait pas échapper en quelque sorte à son destin. Vous nous expliquerez également ce que Toltec veut dire, d'où cela vient, quelle est leur histoire, et ensuite nous parlerons des 4 accords Toltec, bien entendu. Vous qui nous écoutez, si vous voulez poser des questions à Maude Séjournant, mon invité ce soir dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio, eh bien écoutez, vous êtes les bienvenus. Il y a 2 biais, vous pouvez appeler Morad au standard 0826 300 300, 0826 300 300, ou encore intervenir par le biais des SMS sur votre portable. Vous tapez Sud, vous laissez un espace, vous rédigez évidemment votre question, votre réaction, et vous envoyez le tout au 71 200. Dans quelques instants, nous allons parler de ce chaman mexicain, Don Miguel Ruiz. Les aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Nous allons avoir Maude Séjournant avec nous dans quelques instants. En régie, ils sont en train de la rappeler pour essayer d'avoir une ligne un petit peu plus meilleure, parce que vous avez un petit peu meilleur, pas plus meilleur, un petit peu meilleur quand même, parce que vous avez entendu, il y a quelques petites micro-coupures, donc on est en train de régler ça. Je vous rappelle que à partir de 23h15, l'antenne est à vous, à vos témoignages. Si vous pensez avoir vécu quelque chose de l'ordre du paranormal, vous nous appelez au 0826 300 300, ou également vous pouvez intervenir par SMS en nous laissant vos coordonnées pour que Morad ensuite puisse vous rappeler. Vous pouvez poser des questions à mon invité. 0826 300 300, le numéro de téléphone ne change pas et vous interviendrez en direct à l'antenne, ou vous pouvez lui poser des questions par le biais des SMS. À ce moment-là, c'est moi qui serai votre porte-parole. Vous tapez Sud, vous laissez un espace, vous rédigez votre texte et vous envoyez le tout au 71 200. Les 4 accords Toltec, c'est le titre de ce livre qui nous sert de base ce soir pour découvrir ce chamanisme mexicain. C'est aux éditions Jouvence et c'est dans la collection Cercle de vie, dont Maude Séjournant est la directrice de collection. Maude Séjournant, parlons maintenant, parce que il faut quand même rentrer dans le vif du sujet, de Don Miguel Ruiz. Tout à l'heure, vous nous avez raconté comment vous l'avez rencontré pour la première fois. Racontez-nous son histoire. D'où vient ce monsieur? Comment a-t-il grandi et comment est-il arrivé sur ce chemin-là? Alors, Don Miguel habite le Mexique, et
était le fils, en fait, d'une guérisseuse connue au Mexique, qui s'appelle Doña Sarita. Ouais. Et il a été élevé, il a eu la chance d'avoir une éducation, il a pu aller à l'université, etc. Et il a fait médecine, parce qu'à l'époque, il trouvait que, bon, ces choses de sa mère, c'était très bien, mais enfin, c'était quand même un peu dépassé. D'accord, donc c'est un scientifique en même temps. Absolument, en fait, il est neurochirurgien. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc s'il vous plaît, oui. C'est même un scientifique de haut niveau. Et ce qui lui est arrivé, c'est qu'il a eu un accident d'auto et il a eu une expérience de mort imminente, near death experience. Voilà, d'accord. Exactement. Et là, donc, il est sorti de son corps, il a vu tout ce qui se passait, il a senti cet amour extraordinaire qui l'attirait, il a vu tout ce qui se passait et il s'est dit, oh, il se passe autre chose, il y a autre chose que cela. Et après, il a décidé, comme il a dit lui-même, d'arrêter de couper les symptômes, en tant que neurochirurgien, n'est-ce pas? Oui. Et il s'est mis à être l'apprenti de sa mère. Et donc, il a suivi tout un apprentissage avec sa mère, comme avec les autres apprentis qu'elle avait. Et il est devenu ensuite ce qu'il est maintenant, c'est-à-dire un enseignant, un maître, un guide. Il ne fait pas de guérison lui-même au sens physique du terme. C'est plus ce que j'appellerais une guérison mentale et émotionnelle. Mais son parcours a duré longtemps parce que déjà il y a les années d'études pour devenir docteur en médecine, ensuite chirurgien, c'est encore plus long, spécialisé en neurologie. Donc finalement, après cet accident où il a vécu cette expérience de mort imminente, il était quand même assez âgé, enfin je dirais mature. Oui, tout à fait. C'est au milieu déjà d'une carrière qu'il avait commencé en médecine. Et ça lui est tombé dessus comme ça, tout d'un coup. Il a complètement changé de direction. Voilà. Et alors, c'est sa mère qui a été son initiatrice. Tout à fait. Sa mère elle-même est la descendante de toute une lignée. Alors, c'est là où je vais introduire justement les Toltecs. C'est toute une lignée d'une tradition qu'on appelle la tradition Toltec, qui est en fait une civilisation qui a disparu il y a assez longtemps, qui était avant les Aztèques, bien avant les Aztèques. Ils étaient à Teotihuacan, qui est près de Mexico. C'est là où il y a ces magnifiques pyramides, la pyramide du Soleil, la pyramide de la Lune. Oui, exact. Oui, d'accord. Et Teotihuacan avait été abandonné par les Toltecs bien avant que les Aztèques eux-mêmes y arrivent. Très bien. Et à l'époque, c'était une énorme ville en fait, parce qu'en plus de ces pyramides, il y avait d'autres bâtiments, il y avait des gens qui vivaient là, et ça s'appelait la ville où les hommes deviennent des dieux. Joli. Et c'était donc un lieu d'initiation pour que les apprentis, les gens qui voulaient recevoir une initiation puissent le faire accompagnés par les maîtres, les prêtres qui étaient là et qui s'occupaient donc de former tous ces gens-là. Exactement. Et c'était, on parle de dizaines de milliers de personnes. C'est une énorme chose. D'ailleurs, on continue à y aller. Et Miguel m'a emmené plusieurs fois sur les lieux. On allait en groupe avec les apprentis naguals, justement. Et on continue à y aller pour faire des initiations et pour utiliser l'énergie qui a été stockée dans les pierres et toutes les connaissances qui sont là et qu'on peut utiliser quand on connaît les clés, les clés d'ouverture, pour pouvoir faire une transformation profonde en soi et se rapprocher de notre état de Dieu. Donc les Toltecs, c'est cette ancienne civilisation avant les Incas, nous avez-vous dit, mais avant les Aztèques. Les Incas, les Aztèques. Avant les Aztèques. Mais comment s'est transmis ce savoir? De manière orale essentiellement? Alors, excellente question, tout à fait. Il y a eu donc les Aztèques qui ont été une civilisation beaucoup plus, je dirais, disons qu'on pourrait
presque dire sanguinaire, puisqu'il faisait des sacrifices humains. En grand nombre en plus, oui. Voilà, oui, où il sacrifiait les personnes et en prenait le cœur. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont tombés dans je dirais, une vision littérale des choses. C'était peut-être un peu les fondamentalistes de l'époque. Déjà. Oui, vous voyez, je crois que ça s'est Ça toujours change passé. pas. Oui. Et qui ont pris un petit peu trop au pied de la lettre les choses, au lieu de comprendre qu'en fait, l'ouverture du cœur, c'est une ouverture émotionnelle, c'est une ouverture de conscience, mais qu'on n'a pas besoin littéralement d'aller ouvrir la poitrine d'un ennemi pour pour réaliser oui, tout à ça. fait. Oui. Et Voilà. alors, donc, il y a eu une transmission orale jusqu'à maintenant, alors. Voilà. Alors, donc, les Aztèques sont arrivés, puis les Espagnols, etc. Bien sûr, tout ce qui était guérisseurs locaux ont été persécutés parce que c'était pas dans l'esprit de l'époque, du catholicisme, etc. L'Inquisition est allée là-bas aussi. Et donc, tout a été mis sous le manteau et bien sûr d'une manière secrète et c'est transmise comme cela. Et puis après, avec la culture assez rationnelle que l'on connaît encore maintenant en France, je crois. Ah oui, tout à fait. Eh bien, ce genre de savoir n'a jamais été vraiment très bienvenu, donc il est resté très secret. Et il a été transmis. Bon, nous en France, on connaît un peu certaines choses par rapport à Castaneda, qui a popularisé certains concepts. Et quand j'ai rencontré Miguel, j'avais lu bien sûr les livres de Castaneda, mais quand j'ai vu son énergie, quand j'ai vu l'amour qui émanait de lui et l'être qu'il est profondément, je me suis dit, cette lignée-là, oui, je suis intéressée de la connaître mieux. Il y a une question qui vient de nous arriver par un auditeur, donc par SMS, d'un auditeur d'Oloron Sainte-Marie, qui s'appelle Dominique, et qui demande, n'importe qui peut-il devenir chaman? Alors, là, c'est une question bien précise. Peut-être que n'importe qui peut pas devenir chaman, comme n'importe qui peut pas devenir, je dirais, grand sportif, grand médecin ou grand peintre. Oui, je pense que vous répondez très bien à la question. Je dirais qu'il y a des gens, qui sont comme Obélix, tombés dans la marmite. Oui. Quand ils étaient petits, c'est un peu mon cas quelque part, parce que j'ai toujours, quand j'étais petite, parlé aux arbres, à l'esprit des animaux, etc. Ça me semblait normal. Je pensais, en toute sincérité, que tout le monde voyait le monde comme ça. Oui. Je me posais même pas la question de savoir que ça puisse pas être comme ça. Et c'est que tard, par la suite, que j'ai découvert que non, pas forcément, que les gens ne voyaient pas les choses comme ça. Alors, donc, on peut l'être, disons, naturellement, ou on peut l'être par initiation, apprentissage, où on est dans une lignée, justement, comme Miguel l'a fait avec sa mère, ou ça peut être aussi, quelquefois, je dirais, par révélation. C'est-à-dire que il nous arrive quelque chose et tout d'un coup il y a une porte qui s'ouvre, il y a une ouverture qui se fait de conscience dans l'esprit, dans le cœur. Chacun aura sa manière et qui fait que il y a ce monde autre qui se révèle à nous. Oui. J'ai lu dans le livre qui est publié donc dans la collection Cercle de vie que vous dirigez, les 4 accords Toltec aux éditions Jouvence, que Don Miguel Ruiz est chevalier de l'aigle. Que signifie ce titre? Et comment est-ce qu'il s'acquiert? Les chevaliers de l'aigle, c'est la traduction, malheureusement littérale, parce que il faut bien traduire les choses comme ça. Ouais. En anglais, ce sont the Knights of the Eagle Knights. C'est la lignée, the lineage of the Eagle Knights. Et dans cette tradition Toltec, les Knights avec un K devant K-N-I-G-H-T, qui veut dire chevalier, effectivement. Parce qu'il y avait, quand vous allez visiter un Mexico City, l'ancien près du Zócalo de la Grande Place, il y a l'église, il y a la cathédrale, et puis il y a l'ancien temple qu'il y avait à Mexico avant que les Espagnols s'installent. Et là, il y a deux
de temples très très importants qui sont celui des jaguars et celui des aigles. Ouais. Donc c'était une tradition qui existait depuis très longtemps et il y avait les guerriers de l'aigle et les guerriers Du jaguar. du jaguar, absolument. Très bien. Donc, ça veut dire qu'il existe deux lignées ou deux chemins initiatiques, entre guillemets. Non, je ne dirais pas qu'il en existe deux. Je pense qu'il en existe plusieurs. Il doit y avoir d'autres lignées. Oui, oui, oui. Je ne peux pas vous dire en détail tout ce qui existe comme autre lignée. Ce que je peux vous dire, c'est que la notion de jaguar, on pourra revenir tout à l'heure si ça vous intéresse, est très importante parce que c'est celui qui traque le parasite, qui traque, disons, l'aspect négatif qui a été accumulé. Et puis il y a l'aigle qui est celui qui a vraiment bien traqué et qui est capable de rêver, de rentrer dans le monde du Nagual pour aller rêver un autre monde. Oui, d'accord. Voilà. Et alors, dans ce chamanisme particulier, très ancien, Benoît Cossé, qui est l'animateur qui était juste avant moi, m'a parlé parce que je sais que en Amérique du Sud ou quelques-uns au Mexique utilisent des substances hallucinogènes qui peuvent être considérées comme drogues si elles sont mal utilisées. Mais là, dans le cadre d'un rituel précis, ça fait partie de leur tradition. Pour ne pas citer l'ayahuasca, par exemple, ou d'autres produits. Est-ce que également ces produits sont utilisés dans ce chamanisme-ci? Alors, justement, non. Ouais. Et Don Miguel a toujours bien mis ça très clair, que dans cette tradition, c'est une tradition qui se passe au niveau essentiellement de la conscience, mais de la conscience dirigée par soi dans sa liberté, sans utiliser justement ces substances, c'est plus de l'Amérique du Sud, en l'occurrence, produits qui viennent de la jungle profonde d'Amérique du Sud. Et je voudrais juste dire un mot par rapport à ça. Il est très important de comprendre que l'ingestion, par exemple, de ces substances est toujours reliée à un cadre culturel. Bien sûr. Et il est très important d'être familier avec ce cadre culturel, de comprendre les esprits qui peuplent ce monde culturel, pour vraiment pouvoir utiliser ces substances de manière à la fois efficace, à la fois sans danger et à la fois avec succès, je dirais. Oui, ça fait partie d'une tradition et d'une culture précise. Exactement. Et il est hors de question de dévoyer cette culture ou cette tradition pour l'utiliser à d'autres fins. Ça, nous sommes tout à fait d'accord. Maud Séjournant, vous restez avec nous, une pause et ensuite vous allez nous définir ce qu'est les 4 accords Toltec, ce qu'ils disent, leurs principes, ce qu'ils enseignent, et nous parlerons également de ce qu'ils peuvent amener au quotidien, au jour le jour, puisque vous avez suivi ce parcours. Vous pouvez, comme l'a fait Dominique Doloron-Sainte-Marie, nous poser des questions par SMS. Je vous le rappelle, Sud, un espace. Vous tapez sur votre portable, donc votre question, votre réaction. Vous envoyez le tout au 71 200 ou alors vous pouvez nous appeler. Morad est à votre disposition au standard au 0826 300 300, 0826 300 300. Les aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Nous parlons des 4 accords Toltec, nous parlons de chamanisme ce soir jusqu'à 23h15, 23h30 avec mon invité Maud Séjournant qui est française, qui habite à Santa Fe au Nouveau-Mexique. Elle est en direct avec nous depuis là-bas où il est à peu près 14h30 maintenant. Il fait un soleil radieux, un petit peu frais, nous a dit Maud il y a quelques minutes au début de cette émission. Et vous êtes donc directrice de collection aux éditions Jouvence, donc, et c'est dans le cadre de cette collection Cercle de vie qui a été publié les 4 accords Toltec. Maud Séjournant, il faut quand même, maintenant qu'on en arrive, à définir ces 4 accords Toltec. Il y en a, comme son nom l'indique, 4, et chacun est bien précis. Alors, commençons par le premier, si vous le voulez bien. Alors, ou peut-être quelques généralités, si vous voulez les présenter, avant d'attaquer vraiment le premier accord Toltec. Oui, parce que en fait, ces accords et l'explication de ces accords sont dans le cadre d'une vision du monde, où c'est très 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 rapide. L'idée, c'est que nous sommes conditionnés par notre
culture, par notre éducation, par tout ce qui nous entoure, la religion, la famille, le pays, etc. Et nous avons vécu certaines expériences qui nous ont conduits à avoir des accords sur ce qu'est le monde, sur ce que nous sommes, sur ce qu'est la réalité. Oui. Voilà. Donc, on a créé un monde qui est en fait celui qu'on nous a appris, qu'on nous a même imposé quelquefois, même subtilement, par l'éducation. Oui, tout à fait, oui. Voilà. Et l'idée, c'est que on fasse tout un travail pour récupérer son pouvoir personnel, son intégrité personnelle, en retrouvant des accords qui fonctionnent pour nous et qui soient quelque chose qui nous soutienne, qui nous fasse du bien et qui nous ouvre la vie. Donc, voilà. Déjà, au départ, il faut essayer, si j'ai bien compris votre présentation, de faire table rase un petit peu des dogmes ou des idées ou des principes que l'on a appris, que l'on nous a inculqués jusqu'à maintenant. Du moins les mettre en question. Voilà. C'est-à-dire les mettre à plat sur la table, ça ne veut pas dire qu'il faut tout rejeter. Bien entendu. Voilà. Ouais. On met sur la table et puis on se dit, tiens, ça, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le garde ou est-ce que je le garde pas? Est-ce que ça me sert? Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça m'apporte quelque chose ou est-ce qu'au contraire, ça me limite? Voilà. Mais ça, c'est tout un travail. On y reviendra peut-être plus tard. C'est un travail de fond qui est difficile de faire seul. Enfin, on en reparlera plus tard. Alors, Miguel suggère en tout cas qu'il y ait 4 accords que l'on peut d'ores et déjà, même si on n'a pas fait ce travail plus à fond dans sa vie, on peut déjà prendre 4 accords qui vont nous aider énormément dans la vie de tous les jours. Alors, le premier, vous voulez qu'on aille au premier là maintenant? Allons-y, oui, tout à fait. Donc, que votre parole soit impeccable. D'accord. Voilà. Déjà, alors, ça a l'air simple, mais bon. Voilà. Faites-vous attention à chaque moment à votre parole. Alors, vous, en tant qu'animateur de radio, Louis, j'imagine que oui, c'est quelque chose que vous avez développé. J'essaie, du moins. Oui. Et l'idée, c'est que dans la vie, de faire vraiment attention à la manière dont on parle, à ce que l'on dit, non seulement par rapport aux autres, mais aussi par rapport à nous-mêmes, et d'avoir la conscience dans ce que l'on dit. Souvent, on dit des mots qui sortent comme ça, on se rend pas compte de ce qu'on dit. Il y a des habitudes de langage, etc. Enfin, il y aurait à approfondir ça énormément. On peut passer, on fait des stages quelquefois qui durent une journée entière sur les 4 accords. Oui, tout à fait. Oui, j'imagine. Voilà. Oui. Mais déjà que la parole soit impeccable, donc c'est le premier accord Toltec. Voilà. Ça veut dire que quand on parle, on pense réellement ce que l'on dit. On est en accord avec ce que l'on dit. Alors, il y a ça, en accord avec ce que l'on dit, et déjà, la base, c'est de ne rien dire qui puisse nous faire du mal ou faire du mal aux autres autour de soi. Oui. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va être responsable de ce qu'ils pensent, on va arriver à un autre accord là-dessus, mais ça veut dire que sciemment, avec intention, on n'envoie pas des paroles qui, sciemment, peuvent faire du mal. Voilà. Oui. Et alors ce premier principe de base date, vous nous l'avez dit, de la période Toltec, c'est-à-dire avant les Aztèques. C'est-à-dire que c'est un principe qui finalement est très très ancien, a été appris déjà à des apprentis chamans il y a des milliers d'années. On peut dire ça. Ouais. Alors, passons maintenant au deuxième accord Toltec. Que préconise-t-il, lui? Alors, le deuxième accord, très intéressant et peut-être assez difficile à mettre en pratique tout de suite, c'est quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. C'est-à-dire? On peut le dire autrement en disant, comme on le dit en anglais plus précisément, ne prends rien de façon personnelle. Ne prends rien personnellement. C'est-à-dire, si quelqu'un vous vous promenez dans la rue, quelqu'un vous bouscule un petit peu, etc. Et puis la personne se montre très désagréable, en colère, et vous lance une injure, vous dit quelque chose très désagréable.
vous avez le choix là, de le prendre personnellement, c'est-à-dire il m'a dit ça, vraiment, et vous allez rentrer dans cette histoire, vous allez le croire, vous allez dire oui, et vous allez vous sentir blessé, attaqué, ou alors vous allez faire comme un canard. Moi, j'utilise le canard, l'esprit du canard, vous voyez, Oui. qui a des plumes qui sont toujours humectées de la graisse qu'il a dans le croupion, vous savez. Oui, c'est vrai. Voilà. Oui. Qui le rend imperméable, en fait. Exactement. Et donc, de considérer que les paroles de la personne, sa colère, ses émotions, etc., vont glisser sur vous, mais ne vont pas vous atteindre au cœur profond de vous-même. Ne vont pas faire surgir des émotions négatives qui vont vous faire du mal à vous. Mm-hmm. Voilà. Donc, ne pas le prendre personnellement en comprenant que il a sa vie, que peut-être ce matin il a découvert quelque chose de très désagréable dans sa vie, qu'il est pas bien du tout et que il vous a lancé ça, mais c'est plus pour se défouler lui que pour vous. Oui, tout à fait. Oui. Voilà. Donc voilà déjà un deuxième accord, d'accord, pas très évident à mettre en place pour la vie de tous les jours, effectivement. Et en quoi consiste le troisième accord Toltec? Alors, le troisième, c'est très subtil aussi, c'est de ne pas faire de suppositions. Et je pourrais le préciser en disant que si vous faites une supposition, sachez que c'est une supposition. Très souvent, on fait des suppositions en s'attendant à ce que ça se réalise comme on l'a supposé. Oui, c'est-à-dire qu'on pense à la place de l'autre. Tout à fait, on peut dire ça, ouais, c'est ça. Ouais. Où on imagine que la chose va se passer comme ça, où on a interprété ce qu'a dit quelqu'un d'une certaine manière, et on s'attend à ce que ça se réalise comme nous, on l'a interprété. Mm-hmm. Et c'est pour ça que c'est très très important de bien communiquer et de vérifier dans un dialogue, par exemple, avec une autre personne qui a dit une certaine chose. Nous, on va l'interpréter à travers notre filtre personnel de comment on voit la vie, de nos attentes, de nos désirs, de nos expériences, etc. Mm-hmm. Donc, ce que on s'attend à voir arriver ne sera pas nécessairement ce que la personne a dit qu'elle allait faire, par exemple. Ouais. Mm-hmm. Et c'est pour ça que c'est très très important de vérifier, de demander tu as dit ça, est-ce que tu veux bien dire que tu vas faire telle ou telle chose ou que ça va se passer à tel moment ou dans telle circonstance, etc. Voilà, ou alors j'ai compris que tu ressentais ça, est-ce que c'est exactement ça que tu ressens ou est-ce que c'est autre chose ou voilà. C'est exactement. C'est-à-dire que nous sommes tous avec un filtre de perception qui est entre la réalité et nous. Mm-hmm. Imaginez-vous que vous avez une paire de lunettes de soleil qui seraient ou marron, bleu, rose, rouge, verte, enfin selon les personnes, chacun a sa teinte, mais nous voyons toute la réalité à travers ce filtre. Et donc forcément ça va déformer ce que la couleur qu'aura envoyé l'autre, par exemple. Bien sûr, tout à fait. Donc ça c'est le troisième accord Toltec. Et le quatrième accord Toltec. Alors, le quatrième, fais toujours de ton mieux. Fais toujours de ton mieux, et j'aime beaucoup cet accord parce que ça ne veut pas dire fais toujours à la perfection. Oui. Hein? Oui, parce que ça il y a beaucoup de personnes là qui font un contresens par rapport à ça. Vous savez, les idéalistes ou les perfectionnistes. Où c'est jamais assez bien, et il faut toujours que ça soit encore mieux, ou nanana, et on est en permanence frustré parce qu'on se crée un idéal, et par définition, l'idéal n'est pas de ce monde. L'idéal est dans le monde du nagual, mais n'est pas dans le monde du tonal. Mm-hmm. C'est-à-dire que on peut faire, nous, par contre, dans notre intention, dans notre désir, de faire le mieux que l'on peut faire, à ce moment, là, maintenant, compte tenu des circonstances, compte tenu du contexte, compte tenu de notre état d'énergie, compte tenu de ce qui se passe, on va faire de notre mieux.
Mais le mieux d'aujourd'hui, par exemple, sera peut-être différent du mieux dans 3 jours. Oui. Dans une autre circonstance. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Donc, je rappelle les 4 accords Toltec que vous venez de nous définir. Le premier, que votre parole soit impeccable, en accord avec ce que vous pensez, ce que vous dites. Le deuxième accord, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Ça, c'est pas évident. Troisième accord, ne faites pas de suppositions. C'est-à-dire, ne pensez pas à la place de l'autre, en quelque sorte. Et le quatrième accord Toltec, faites toujours de votre mieux. Chaque accord, déjà, il y a de quoi remplir une vie, hein. Écoutez, si vous faites vraiment la mise en pratique de ces 4 accords dans votre vie de tous les jours, je peux vous dire que plus de 80% de votre vie va devenir bien plus agréable, beaucoup plus facile. Oui. Eh bien justement, vous allez nous en parler parce que vous avez été initié donc par Don Miguel Ruiz, mais je suppose qu'il n'y a pas que ces 4 accords Toltec parce que vous avez parlé également, vous avez utilisé des termes d'énergie, de capacité intérieure, etc. Vous nous en direz plus dans quelques minutes, si vous le voulez bien, mode séjournant. Je vous le rappelle que nous parlons du chamanisme mexicain, un chamanisme très ancien, datant de l'époque Toltec, qui était avant les Aztèques. 0826 300 300, si vous voulez poser des questions à mon invité, vous appelez Morad, il est au standard, il attend vos coups de fil, ou si vous pensez avoir vécu quelque chose de l'ordre du paranormal, vous pouvez l'appeler également, puisqu'à partir de 23h30, ce sera place à vos témoignages. Vous pouvez également poser des questions, apporter vos commentaires par le biais du SMS, vous tapez Sud sur votre portable, un espace, vous rédigez votre question, votre commentaire, et vous envoyez le tout au 71 200. Les aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Ce soir, je vous emmène très loin des bases de notre grand Sud. Nous sommes également dans le Sud, mais celui des États-Unis, ou le Nord du Mexique, comme vous préférez. On est toujours le Sud de quelque part et le Nord d'autre part. Là, nous sommes au Nouveau-Mexique avec Maude Séjournant, qui est avec nous en direct depuis Santa Fe, pour parler donc du chamanisme mexicain, puisqu'elle est directrice de collection pour une maison d'édition française qui s'appelle les éditions Jouvence. Et dans le cadre de sa collection, a été publié un livre de Don Miguel Ruiz qui l'a initié à ce chamanisme particulier qui s'appelle les 4 accords Toltec. Mode séjournant, je rappelle très rapidement les 4 accords. Le premier accord, c'est que votre parole soit impeccable. Le deuxième accord, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Le troisième, ne faites pas de suppositions, ne pensez pas à la place de l'autre. Ou le quatrième accord Toltec, faites toujours de votre mieux. De tout ça découle évidemment tout un positionnement différent vis-à-vis des autres, bien sûr, et vis-à-vis de la vie, bien entendu. Mais est-ce qu'il existe d'autres accords où l'essentiel de cet enseignement, de cette civilisation qui a disparu depuis des millénaires est là? Oh là là, c'est un grand sujet. Les 4 accords, si vous voulez, c'est la partie émergée de l'iceberg. D'accord. Et voilà. Et en dessous, derrière, il y a beaucoup d'autres concepts, beaucoup d'autres pratiques, beaucoup d'autres alliés. Miguel parle de l'ange de la mort, par exemple, et de savoir marcher avec l'ange de la mort à nos côtés, c'est-à-dire en permanence de savoir que c'est l'ange de la mort qui possède tout, ce qu'on a, notre maison, nos amis, nos enfants, tout lui appartient et en fait il nous les a donnés en location. Oui. Le temps qu'on est là. Oui. N'est-ce pas? Oui. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'il faut ne pas avoir peur de la mort, c'est ça? Absolument. C'est de devenir son allié. Mm-hmm. Et d'ailleurs, c'est aussi un autre principe du chamanisme, c'est de savoir transformer l'ennemi en allié. Mm-hmm. Donc, la mort, la plupart des gens la voient comme un ennemi. Ah oui. Et oui. Oui. Mais le jour où vous commencez à comprendre que vous pouvez avoir la mort comme allié, votre vie prend un tout autre sens. Complètement. C'est ça ressemble un petit peu dans la phrase que vous avez dit, c'est-à-dire de transformer de la haine en amour ou de la peur en amour. C'est comme les alchimistes transformaient le plomb en or finalement. Voilà, tout à fait. Ça ressemble un petit peu à ça. Tout à fait. Mais dites-moi, Maude Séjournant, vous nous avez parlé des pyramides.
Oui. aztèques, Oui. des pyramides toltèques. Toltec, oui. Dites-moi, quel rôle joue-t-elle dans ce cheminement initiatique? Alors, On s'en sert pourquoi et dans quel cadre? Alors, bon, c'est un parcours qui se passe sur plusieurs jours. Oui. Mhm. Quand on y va, on emmène des gens pour 4-5 jours en général. Ouais. Mhm. Pour faire... vous êtes allé à Teotihuacan, peut-être? Malheureusement, non, je n'en ai pas eu l'occasion. J'en ai Non. vu des photos, comme tout le monde, bien entendu. D'accord. Il y a une allée, d'abord, qui s'appelle justement Avenida de los Muertes, l'avenue des morts. Ouais. Et dans cette immense avenue qui fait, je crois, 2 ou 3 kilomètres de long, il y a des petites plazas. Et alors, on monte des escaliers, on passe sur un terre-plein et on redescend. Et là, il y a, c'est un espace de rituel. Et sur chaque espace, disons, il y en a 4 comme ça ou 5 par lesquels on passe. Ouais. Il y a des rituels bien précis qui sont faits dans ces espaces et qui correspondent à une évolution dans notre connaissance et notre conscience. Mhm. Donc, bon, je ne vais pas vous décrire ça en détail maintenant. Il y a aussi un autre espace avec la pyramide, l'espace de Quetzalcoatl, donc du serpent. Oui. Du serpent à serpent plumes, ailé. Oui, voilà, d'accord. Oui. Voilà. Mhm. Et justement, le travail et l'idée, c'est qu'on se fait avaler par le serpent pour rentrer à l'intérieur du serpent, pour apprendre tout ce qu'il a à nous enseigner, et ensuite on se fait régurgiter de l'autre côté, et on peut monter donc sur la pyramide, qui a bien sûr une énergie très spécifique, qui est... et d'ailleurs en dessous même, je peux vous dire que Miguel nous a appris ça, je ne l'ai pas vu moi-même, mais lui est allé, il y a des cavernes et une rivière qui passe sous ces pyramides. Mhm. Mhm. Donc, vous voulez dire par là que ce sont des lieux, comme disent certaines personnes, chargés, qui n'ont pas été construites là n'importe comment, n'importe où, quoi. Absolument, absolument, absolument. Mhm. Ouais. Et vous-même, avez-vous vécu ce parcours? Ah, bien entendu. C'était pas évident, de prime J'y abord. suis allée plusieurs fois avec Miguel, avec le groupe de Nagual du sud de là-bas, et puis j'ai emmené des groupes moi-même plusieurs fois. Oui. Et là, moi, je vais pas y aller cet été, mais un de mon partenaire de travail ici qui s'appelle Brandt Morgan, d'ailleurs dont on a sorti un livre aussi qui s'appelle La Marche de Vision, avec qui j'ai travaillé longtemps, va emmener un groupe au mois de juillet à Teotihuacan. Oui. Et alors, les gens se transforment, je suppose, petit à petit. Il faut des années pour mettre ces accords en pratique. Ça ne se fait pas comme ça, juste après une initiation, ça y est, youpla boum, on y est, quoi. Ah, voilà. Alors, bravo de comprendre ça. Effectivement, ce qu'on appelle une initiation, c'est en fait un processus qui se passe sur un assez long temps. Et on peut approfondir en permanence. Et à cause de cela, j'ai fait des stages, j'ai fait des enseignements ponctuels sur quelques jours ou à Teotihuacan, etc. Et je me suis aperçue, comme vous venez de le dire, que cela prend du temps de comprendre cela, de se rendre compte pour soi-même des anciens accords pas toujours positifs qu'on a établis dans sa vie. Ça prend du temps de regarder comment on se juge, de regarder comment on peut être une victime, de regarder toutes les petites déformations qu'on a et qui nous empêchent de vivre vraiment heureux totalement. Et c'est pour ça que on a mis au point disons un apprentissage on appelle d'ailleurs ça l'apprentissage Toltec, qui est sur 6 mois. Et qui permet justement de cheminer en prenant son temps, en ayant le temps d'approfondir des aspects de soi qu'on voudrait regarder davantage et d'assimiler tout ça, parce que ça se fait pas en 3 minutes, effectivement. Oui, ça j'imagine. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous êtes sur ce parcours depuis combien d'années maintenant? Alors, le parcours Toltec proprement dit, disons que j'ai retrouvé, Miguel a quitté Santa Fe vers la fin des années 80,
pour aller à San Diego, et où il est actuellement maintenant. Sa mère est aussi à San Diego, et maintenant il initie son fils. Il a sorti son livre aux États-Unis, Les 4 accords, je crois, en 97. Oui. Et c'était la même date où moi je sortais le mien. Donc moi j'avais suivi tout un parcours différent du parcours Toltec, mais les principes, vous savez, sont toujours les mêmes. Hein. Ce que j'ai trouvé merveilleux dans l'approche de Don Miguel, c'est la manière simple et en même temps extrêmement parlante qu'il a eue pour exposer un sujet qui est quand même très très vaste. Oui. Et il a su expliquer cette tradition toltèque des chevaliers de l'aigle à travers quelques livres, parce que bon, après les 4 accords, il y en a écrit d'autres, donc il y en a 5 ou 6 autres qui suivent pour expliciter et approfondir les concepts. Et je trouve que ça parle merveilleusement, et surtout il y a son énergie de Nagual, d'amour. C'est un homme vraiment qui vit l'amour, c'est vrai, je peux vous dire, je le connais bien, et il est vraiment impeccable à ce niveau-là. Et je pense que ça transpire à travers les écrits. C'est ce que les gens m'ont dit souvent. Ils m'ont dit, j'ai lu ce livre et ça m'a touchée tout de suite, ça m'a même fait pleurer. J'ai été touchée. Et je pense que Miguel a créé cette relation avec les lecteurs où il sait les toucher directement au cœur. Et ça me plaît énormément. Oui. Vous l'avez rencontré donc. Racontez-nous, parce que vous nous l'avez juste évoqué tout à l'heure au début de l'émission, mais la première fois que vous l'avez vu physiquement, vous êtes rencontrés. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce qui s'est passé? Hormis qu'il vous ait dit, vous êtes un ange. Oui. Il appelle certaines personnes des anges qui sont donc les émissaires, qui sont des émissaires, qui sont des liens. Et moi, c'est vrai que je suis un peu un lien entre toutes ces cultures anciennes et ma tribu d'origine, qui est la tribu française. Hein, les Français, c'est ma tribu d'origine. Oui, tout à fait. Voilà, donc je fais ce lien-là. Eh bien, me souviens pas exactement, mais je sais qu'il y a eu une chaleur formidable, qu'il y a eu une impression d'être entendu, d'être aimé totalement, bien sûr, puisqu'il est vraiment ça. Ouais. Et puis, par la suite, donc, il est parti à San Diego et moi, je l'ai retrouvé dans le cadre d'un autre groupe et je me suis dit, tiens, il faut vraiment que j'approfondisse cette tradition-là, parce que je trouve que cet homme le vit d'une manière magnifique et les personnes qui sont autour aussi. Donc, j'ai voulu l'approfondir. Et là, ça a été des mois où on faisait des célébrations, des cérémonies, un travail sur le rêve, la maîtrise du rêve, où on allait passer tous les mois 3 jours et 3 nuits entières de travail de méditation et de travail de rêve pendant plus d'1 an. Vous l'avez dit, vous avez employé le mot rêve qui tient une place importante dans cette tradition chamanique, comme dans toutes les traditions chamanes d'ailleurs. Une pause et on se retrouve dans quelques minutes pour que vous nous expliquiez un petit peu quelle est la position du rêve et rêver son monde. C'est une des phrases d'ailleurs qui a été employée par Don Miguel Ruiz dans ce livre, Les 4 accords Toltec, mode séjournant. Vous allez nous en parler dans quelques minutes. Vous pouvez nous envoyer vos SMS, vous tapez Sud et vous laissez un espace, vous évidemment rédigez votre commentaire, votre question et vous envoyez le tout au 71 200. Je vous rappelle que tout à l'heure, à partir de 23h15, 23h20, place au témoignage si vous avez vécu quelque chose de particulier dont vous pensez que c'est de l'ordre du paranormal, vous nous appelez au 0826 300 300, 0826 300 300. Les aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Nous sommes au Mexique, nous sommes au Nouveau-Mexique exactement, avec mon invité ce soir, Maude Séjournant, qui est directrice de collection pour la maison d'édition française Jouvence Édition. Et là, nous parlons de Don Miguel Ruiz, à qui l'on doit Les 4 accords Toltec, un livre que je vous recommande. Pas très épais comme livre, Maude Séjournant, mais très très précis finalement. Pas besoin d'en faire des tonnes comme l'on dit, quoi. Finalement, c'est toute vérité et simple à dire.
Tout à fait, c'est simple. Mais d'ailleurs, je vais vous dire, il y a il y a le livre de la collection normale, de ma collection, Oui. et maintenant, les 4 accords Toltec sont sortis en collection poche Jouvence aussi. D'accord. Et donc, c'est pas cher du tout et ça peut se donner à tous ses amis pour les aider à vivre ça. Là, Voilà. c'est la directrice de collection qui parle. Alors, revenons à l'initié. Chaman, vous parliez du rêve qui tient une place importante dans ce mode de pensée. Alors là, c'est un sujet où il y a souvent beaucoup de confusion. Mhm. Nous, dans notre mode occidental, on a l'habitude de se référer au rêve dans la portion, disons, nuit et inconsciente. Voilà, oui, c'est ça. Mhm. Voilà. C'est-à-dire, on dort et on fait des rêves. D'accord ? Complètement. Qui racontent des histoires un peu abracadabrantes, etc. Et voilà. Alors, certaines traditions psychologiques, analytiques, etc. ont récupéré ça pour arriver à se comprendre mieux, mais les ont interprétés à travers leur filtre à eux. Mhm. Hein? Ouais. Donc, il y a toute la tradition psychanalytique qui voit les rêves ou certains types de rêves à travers leur grille. Bon, ça n'est pas universel nécessairement, c'est une manière de voir les choses. En tout cas, les Toltecs voient le rêve de jour et le rêve de nuit. C'est-à-dire, nous rêvons effectivement la nuit, Bien sûr. mais nous rêvons aussi le jour. Nous croyons être réveillés, mais en étant réveillés, nous vivons le rêve qui a été créé par nous tous. Nous sommes tous dans un rêve collectif. Mhm. Ça ressemble un petit peu à ce que disent les aborigènes australiens, par exemple. Mais absolument. Mais vous savez, Louis, toutes les traditions disent la même chose, avec des mots différents, des mythes différents, des références qui correspondent à leur culture, à leur environnement Oui, tout à fait. naturel. Oui. Mais l'essence même des choses, je pense, est une, et chacun va l'expliquer à sa manière. Donc il y a beaucoup de parallèles, bien sûr. Oui. Alors, le rêve de la journée, expliquez-nous un petit peu plus en avant ce en quoi ça consiste. C'est quoi le rêve Eh bien, c'est ce que nous vivons là maintenant. Là, nous sommes tous les deux à se parler. Voilà, les gens nous écoutent et nous sommes tous dans ce rêve qui est une histoire en fait qui a été créée par nous-mêmes. La radio a été inventée un jour par quelqu'un qui l'a rêvé. Vous avez rêvé cette émission, vous avez imaginé que, tiens, on pourrait inviter des gens à parler de certaines choses, etc. Vous voyez ? Oui. Et les gens qui nous écoutent rêvent aussi d'être dans un espace où on parle de ces choses-là, etc. Donc finalement, c'est une sorte de création collective. Mais elle est plus ou moins lucide. On parle souvent du rêve lucide, mais c'est du rêve de nuit lucide, vous savez, où on se réveille dans son rêve en se rendant compte que l'on rêve. Oui. Et donc, on peut influencer son rêve de nuit. Oui. Bon, les gens veulent avoir cette maîtrise-là, souvent un peu trop tôt, avant d'avoir réussi vraiment à avoir la maîtrise de leur rêve de jour. Et moi, je vous parle de la gageure, du challenge, d'être éveillé et conscient et lucide dans le rêve de jour, c'est-à-dire dans ce que nous vivons dans la journée. Oui, c'est-à-dire que les Toltecs pensaient que on peut réaliser sa vie telle qu'on l'entend, en respectant des règles évidemment, mais on rêve sa vie et elle devient réalité. Absolument. Et je dirais même, c'est ça qui fait vraiment l'excitation et la merveille d'être en vie. C'est de savoir que l'on crée cette vie. Oui. Même avec le jeu de cartes que l'on a au départ, parce qu'on a tous des jeux de cartes différents au départ. On n'est pas né au même endroit, dans le même contexte, avec les mêmes parents, avec le même argent, etc. On a donc des jeux de cartes différents. Compte tenu de cela, on est tout de même capables tous
de savoir si l'on comprend ces concepts, de rêver sa vie, de vraiment vivre la vie que l'on souhaite. Et alors, dites-moi, est-ce que ces 4 accords Toltec dont vous nous parlez, que vous expérimentez depuis plusieurs années vous-même, est-ce qu'ils sont réellement applicables dans la société du XXIe siècle dans laquelle nous vivons, ou est-ce qu'il y a un vrai décalage? C'est absolument applicable dans la vie de tous les jours. Je vous en parle moi, puisque je le fais, je le vis au mieux de ce que je peux faire. Je fais de mon mieux, n'est-ce pas? Je ne suis pas parfaite, je ne fais que de mon mieux. Et il y a quand même, je crois, plus de 200 personnes qui ont suivi cet enseignement de 6 mois, qu'on appelle donc des jaguars. Les jaguars sont ceux qui ont traqué, justement, leur attention, qui ont traqué où allaient leurs pensées, où allaient leurs idées, où allaient leurs émotions, etc. et qui sont arrivés à une certaine maîtrise de cette attention, justement. Et bien, je peux vous dire qu'ils les mettent en pratique et qu'ils ont vu des changements radicaux dans leur vie. J'ai été une fois ou deux appelée par le conjoint d'une de ces personnes qui m'a dit, écoutez, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais mon mari ou ma femme a tellement changé, c'est extraordinaire, je la vois complètement différente et maintenant ça se passe bien, on a une vie merveilleuse, etc. Donc, bon, voilà, des retours. Mais ça va être à chacun de les mettre en pratique. Et ça, c'est la volonté, la discipline, marcher sa parole, c'est une gymnastique quotidienne. D'ailleurs, on peut dire un mot sur, c'est presque le dernier paragraphe d'ailleurs de ce livre, de Don Miguel Ruiz, qui dit il faut adopter la discipline du guerrier. Absolument. C'est-à-dire qu'il faut avoir une intention très déterminée. Voilà. Il faut se dire... Et en général, vous savez comment on y arrive? On y arrive parce qu'on a trop souffert, parce qu'on en a marre d'être mal, de vivre mal les choses, d'avoir de mauvaises relations, de ne pas arriver à ce qu'on voudrait voir se faire. Donc il y a un moment, on dit stop, ça suffit, maintenant je m'y mets vraiment. Et on s'y met vraiment, c'est-à-dire que on va marcher sa parole, qu'on va faire attention à ce qu'on dit, à ses mots, à ses actions. Et je préconise personnellement de faire ça en groupe, de faire ça avec d'autres personnes. On a mis en place des cercles justement de Toltec, de personnes qui veulent marcher sur cette voie et qui maintenant il y en a suffisamment pour qu'ils puissent se retrouver dans les villes ou dans les régions où ils sont. Parce que c'est beaucoup plus facile de ensemble se soutenir, s'encourager, voir où on en est dans ses progrès, plutôt que de faire ça tout seul devant son bouquin. Oui, tout à fait. Il n'y a pas quand même, parce que là, vous nous en parlez plusieurs fois, il n'y a pas de prosélytisme, je veux dire, il n'y a pas un gourou qui s'appellerait Don Miguel Ruiz et qui dirige tout son petit monde et qui lui est totalement inféodé, on est d'accord, hein? Ah non, pas du tout. L'idée, au contraire, c'est que de prendre chacun son pouvoir personnel. Alors, ça veut dire, soyez libre, faites-le à votre manière, comme vous le sentez, mais d'un autre côté, c'est très important l'idée de la communauté, du soutien mutuel et de se donner des conseils, de s'entraider, etc. Je trouve que c'est fondamental, surtout dans notre vie actuelle, où avec les familles éclatées, les gens qui déménagent, etc., on est souvent très isolé, même au milieu d'une grande ville. Et c'est ça, je pense, qui nous fait beaucoup de mal au fond du cœur. C'est très important de se retrouver dans une famille de cœur. Et pour moi, les Toltecs, c'est ça. C'est vraiment une famille de cœur, de gens qui sont sérieux sur un engagement personnel de vivre au mieux leur vie, d'être impeccable avec leurs paroles, de faire de leur mieux et d'être heureux. Ce qui est surprenant, c'est que là, vous êtes en train de nous décrire quelque chose qui finalement est très actuel, mais qui date de plusieurs milliers d'années. C'est quand même assez étonnant, ça.
Je pense que les grandes vérités n'ont pas d'âge et que le bonheur n'en a pas non plus. Mhm. Donc forcément, c'est universel et ça peut durer très très longtemps. Et oui, les principes, vous savez, on se base sur des principes. Ensuite, les personnes vont les aménager comme elles veulent. Mais les principes de base, c'est toujours très simple. Hein. On parle d'amour, là. L'autre livre qui suit les 4 accords s'appelle La maîtrise de l'amour, parce que l'idée, c'est de comprendre que ce qu'il y a autour de soi, ce qui nous entoure, si on sait enlever le filtre des vieilles croyances qu'on avait et des déformations qu'on a acquis par notre conditionnement, en fait, c'est ça la force de connexion qui est autour de nous et qui existe dans la nature et dans toute la création. Oui. Là donc, on a parlé de l'aspect philosophique, mais il y a un aspect rituelique qui est important. Vous nous en avez parlé. Et dans quelle langue se fait-il ? Dans la langue, bien sûr, de ceux qui le pratiquent. D'accord. Vous savez, l'idée des rituels. Alors, on a sorti aussi d'autres livres sur les rituels. C'est très, très important. On y revient dans notre vie de tous les jours. Pour qu'un rituel fonctionne, il faut vraiment que la personne qui le fasse ou le groupe qui le fasse que ça soit son émanation, que ça soit sa création, ou en tout cas qu'il y ait une participation consciente. Et que ça veuille dire quelque chose pour la personne, que ça l'implique émotionnellement. Donc, la langue, dans sa langue, bien sûr, c'est plus facile. C'est pour ça d'ailleurs que l'Église catholique s'est mise aux langues nationales. Il y a après le Concile du Vatican, Vatican II, etc. Oui. Alors donc, les rituels sont-ils indispensables ? Dans le cadre de cette pensée chamanique. Oui, dans le cadre, les rituels, c'est une manière de se centrer, c'est une manière de se retrouver soi-même et de retrouver son lien avec les choses importantes qui nous entourent. Voilà la base pour moi d'un rituel. Ouais. Et de donner du sens à, par exemple, un passage de la vie, à, par exemple, une naissance, à une mort, à un changement d'état, un mariage par exemple. Le mariage en général c'est un rituel dans notre vie quotidienne, actuelle. Oui. Maintenant, est-ce que ça correspond vraiment à ce qu'on veut dire ? Qu'est-ce qu'on y met ? Et moi j'invite chacun à investir profondément le rituel, mais de le recréer et que ce soit chaque personne qui se sente créateur de son rituel. Voilà. Mais c'est en même temps important, je veux dire, quand on est initié, parce que là vous avez parlé d'initiation, là j'imagine que le rituel est peut-être imposé, même s'il est bien vécu, mais en tout cas il est immuable, c'est toujours le même depuis des milliers d'années, non ? Non, les rituels évoluent, changent, mais ce sont les principes qui ne changent pas. Donc derrière un rituel, il y a une armature, il y a une structure qui est son principe. Ça ne change pas. Oui. Mais l'habillage va devoir être en relation avec le peuple, le lieu, s'il fait chaud ou il fait froid, les éléments qui l'entourent, etc. Très bien. Maud Séjournant, nous allons faire une pause. On se retrouve pour la conclusion d'ici quelques minutes. La conclusion concernant donc les 4 accords Toltec que l'on a découverts avec vous. Je rappelle que vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Dans quelques minutes, l'antenne sera pour vous, pour vos témoignages. 0826 300 300. Et vous pouvez également intervenir par SMS. Vous tapez le mot Sud, vous laissez un espace sur votre portable. Vous rédigez votre question, votre réaction et vous envoyez le tout au 71 200. Les aventuriers de l'étrange avec Louis Bénédy sur Sud Radio.
Nous sommes avec Maude Séjournant, qui est directrice de collection pour la maison d'édition Jouvence. Là, nous avons parlé d'un livre signé Don Miguel Ruiz qui s'intitule Les 4 accords Toltec. On en a parlé pendant presque 1h30. Maude Séjournant est avec nous en direct depuis les États-Unis, Santa Fe, où elle vit. Dites-moi, Maude Séjournant, parlons un petit peu de votre métier de directrice de collection. Quelles vont être les prochaines nouveautés qui vont sortir aux éditions Jouvence dans votre collection, évidemment, hein? Oui. Alors écoutez... Là, vous pouvez y aller, hein, pub à fond. Mais vous savez, moi je fais ça, c'est dans le cadre de ma mission personnelle de vie. Ma mission personnelle de vie, c'est d'être un pont entre d'anciennes cultures et des nouvelles, entre les différentes cultures. Or, je suis, c'est vrai, au centre de la nouvelle pensée américaine, non pas dans tout le côté catastrophisme que l'on voit avec la guerre, etc., mais au contraire, il y a tout un mouvement passionnant aux États-Unis sur des manières alternatives de vivre, sur justement des anciennes traditions qui sont là sur ce continent, etc. Et c'est tout à fait passionnant. Donc moi, mon métier, c'est de regarder ce qu'il y a qui serait intéressant à transmettre, encore une fois, à ma tribu d'origine. Et j'ai toujours considéré que ma tribu d'origine, c'était la France, voilà, et les francophones. Donc, je signale à la Maison Jouvence, dont je suis ravie de faire partie, les titres ou les personnes que je vois qui sont vraiment intéressantes, qui viennent de parler, de dire certaines choses et qui vont avoir un impact. Et par exemple, donc, on a sorti des livres aussi sur les rituels. Et je pense que c'est très important de revenir à ça et de savoir bien s'en servir dans notre vie quotidienne. Il y a un livre donc de Brant Morgan sur la marche de vision, qui est une sorte de quête de vision mais en marchant, et quelque chose que l'on peut faire justement dans une ville, dans un parc, n'importe où, là où vous êtes, quelque chose de très pratique et concret. Moi, je suis pour pouvoir vivre le chamanisme au quotidien et le mettre à la portée des personnes qui sont intéressées par ça. De démystifier la chose en leur disant, mais oui aussi, vous pouvez faire certaines choses. Vous pouvez vivre certains aspects de cela. Et au contraire, faites-le. Que ça ne reste pas dans certains cercles très fermés ou privilégiés. Non, tout le monde peut se relier au monde des esprits, au monde de la nature et à ce qui nous entoure. Et là, on va, mais c'est encore dans quelques mois, sortir des livres sur les femmes et les cercles de femmes, parce que je crois beaucoup que les femmes vont avoir un rôle très important à jouer dans les années qui viennent au niveau leadership dans un cadre de communication et de groupe. Et ça ne veut pas dire que les hommes en sont exclus, ça veut dire que les hommes sont invités à changer de paradigme, à rentrer dans un espace d'écoute et de participation, de communication et non pas comment pourrait-je dire Non, mais déjà, le fait de consacrer un livre comme ça au cercle de femmes peut être intéressant, puisque les femmes sont porteuses de paroles différentes de celles des hommes, et c'est ça qui les rend enrichissantes, évidemment. Voilà. Donc il va y en avoir deux, un qui va parler sur le principe justement de ce qu'ont les femmes, du rôle que les femmes ont à jouer maintenant dans la société. Il faut qu'elles se lancent, mais elles ont besoin de formes différentes, parce que les formes pyramidales et hiérarchiques ne leur conviennent pas. Ce qui leur convient, c'est le cercle qui est le symbole de leur ventre, du ventre dans lequel se déroule le mystère de la naissance et de la création, et qu'elles portent, elles, au quotidien. Et donc, il va y avoir un autre livre qui va parler aussi de comment, justement, organiser d'une manière très pratique ces cercles de femmes. Il va y avoir aussi un livre sur les croyants, le pouvoir des croyances. Parce que quand je vous parle là, de tout notre conditionnement, bien sûr, ça mène à des croyances, à comment on a intégré des croyances. Mais le principe d'une croyance, c'est qu'on ne sait pas que c'est une croyance. On croit que c'est la vérité. D'où la nécessité, encore une fois, d'être accompagné et d'être aidé dans ce travail, de le faire avec un coach ou avec quelqu'un qui a fait ce travail avant, et d'aller justement regarder et de mettre en cause toutes nos croyances pour avancer. Voilà.
Merci beaucoup en tout cas Maud Séjournant de nous avoir consacré cette heure et demie. Je vous souhaite une bonne journée puisqu'il doit être à peine 15 heures et des brouettes chez vous. Voilà, écoutez, c'est passé très vite et je me suis beaucoup réjouie de cet entretien avec vous. On a été ravis, franchement, de discuter avec vous. À très bientôt, Maud Séjournant. Merci, au revoir. Les 4 accords Toltec, je vous redonnerai les coordonnées de ce livre, évidemment, tout à l'heure en fin d'émission. C'est signé Don Miguel Ruiz, c'est aux éditions Jouvence. Et Maud Séjournant, qui est la directrice de cette collection, Cercle de vie, était en ma compagnie. Dans quelques minutes, le témoignage d'Annie pour commencer et le vôtre ensuite. Si vous pensez avoir vécu quelque chose de particulier, l'ordre du paranormal, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Pierre Macias et moi-même allons essayer de vous apporter quelques éléments de réponse. À tout de suite. Les aventuriers de l'étrange avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Vos témoignages jusqu'à minuit au 0826 300 300 en compagnie de Pierre Macias. Pierre, bonsoir. Bonsoir Louis. Alors ensemble, nous allons écouter les témoignages de ceux et celles qui vont nous appeler pour nous raconter quelque chose dont ils pensent que c'est de l'ordre du paranormal. Nous commençons par Annie qui nous a appelé. Bonsoir Annie. Bonsoir toute l'équipe, bonsoir tout le monde. Merci d'être avec nous. Vous nous appelez d'où Annie? Eh bien de Lourdes. Ah, je suis souvent à l'antenne le soir, mais là c'était vraiment spécial quand j'ai entendu que vous parliez du paranormal, parce que vraiment c'est quelque chose qui m'a touchée il y a plus d'une dizaine d'années. Oui. J'ai pas voulu recommencer le phénomène parce que j'ai eu très peur. Et c'était un peu, oui, on va dire un peu bizarre parce que j'étais réveillée. Alors, racontez-nous d'abord, c'était dans quel cadre? Vous étiez chez vous? Il était chez quelle moi. Heure? D'accord. Chez moi, le soir, un soir, je dormais pas. J'étais fatiguée, mais je dormais pas. Disons que je me suis fait un petit peu, comme on dit, pour me calmer, de je sais pas, suggestion, on appelle ça. C'est-à-dire, je me suis dit que je voulais faire un petit peu de relaxation. De détente, donc, voilà. Oui, voilà, oui, de détente. Donc, j'étais dans ma chambre, une petite bougie. Et puis, j'ai commencé à me dire, je suis bien, je sens plus mon corps, je sens plus... Et puis, petit à petit, j'ai commencé à sentir que, comme si je décollais de mon être. Et là, j'ai commencé à avoir peur parce qu'au bout d'un moment, je me suis retrouvée face, et je dormais pas, j'avais les yeux ouverts. Oui. Je me suis retrouvée, j'avais mon corps sur le lit, et moi, j'étais carrément comme collée au plafond. Ça fait rire les gens quand je dis ça. Mais c'est vraiment réel. Je ne dormais pas, et je me voyais en bas, quoi. Alors, la première fois, j'ai eu très peur. J'ai fait... Et puis je suis retombée, vous savez, comme quand on est fatigué, qu'on a des secousses nerveuses. Oui. Mais alors là, là, c'est-à-dire que vous étiez comme si vous étiez une caméra accrochée au plafond. Voilà. Et vous étiez en train de vous regarder, vous. Voilà. Et ça m'a fait peur parce que j'ai dit c'est pas possible. Et alors j'en ai parlé à une amie qui m'a dit qu'elle, ça lui était arrivé aussi, par rapport qu'elle fixait un point qu'elle avait eu dans un catalogue, un livre, et elle a voulu me le prêter. Alors j'ai refait l'expérience avec ce livre. C'était un triangle, genre comme une pyramide, on va dire une pyramide égyptienne, vous voyez, avec un petit point au milieu. Et puis il fallait le fixer. Alors donc j'ai fait l'expérience, je l'ai placé au-dessus du lit, collé au plafond, et j'ai refait pareil. Et alors là, je suis restée carrément pendant un bon moment, et j'ai fait le tour de la chambre, quoi. Je me suis déplacée. Alors attendez, et vous là, voulez je dire n'ai pas eu peur. Alors là, vous voulez dire que quand vous avez tenté cette expérience, donc vous vouliez le faire là, ce coup-ci. Oui, là cette fois-là, j'ai voulu le faire vraiment. D'accord. Donc vous avez collé cette sorte de triangle avec une pyramide avec un point dessiné au milieu. C'est ça. Donc vous l'avez collé au plafond pour pouvoir le fixer, quoi, une fois allongé. D'accord. Et est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé avant le moment où vous avez, comme vous avez dit, décollé? Disons que j'ai eu l'impression comme quand on prend un peu un cocktail alcoolique, tu sais. Comme si j'étais saoule, la tête qui me tournait, et puis tout d'un coup, ça refait le même système. Je me suis sentie décollée, transportée au-delà de mon corps, quoi. Et là, je n'ai pas eu peur. Et donc, je me suis déplacée dans la chambre, tout autour. Bon, la pièce n'était pas très grande. Et puis j'ai dit, tiens, c'est pas mal ça, si je pouvais sortir de la chambre. Mais bon, je me suis dit, je vais essayer une autre fois. Et là, j'ai pas pu le refaire de suite parce que j'ai eu un problème cardiaque. 2 jours après,
J'en ai parlé à mon docteur, je suis partie à l'hôpital. Personne ne comprenait ce qui m'arrivait. On m'a dit, vous faites un infarctus. Bon, je me suis dit, c'est peut-être ça. J'ai pas recommencé et j'en ai parlé à un docteur. Il m'a dit, attendez, vous êtes sorti de votre corps, mais vous êtes malade, sans préparation, sans rien. J'ai dit oui. Et il m'a dit, vous savez que c'est très dangereux. Il n'y a que les gens qui sont en état de comme du coma, qui arrivent à faire des sortir du corps, c'est-à-dire sort après un accident, soit une opération à l'hôpital, l'anesthésie ou comme ça. Mais ce que vous avez fait, c'est très difficile et il n'y a que des gens qui sont vraiment surveillés, je sais pas ce qu'il m'a raconté. Donc je l'ai pas recommencé pendant un moment. Et puis j'ai déménagé de cet appartement où j'étais. J'ai dit voyons si je pouvais le faire de l'autre côté. Et là pareil, j'ai refait l'expérience. Et là vraiment je me suis fait peur parce que je suis sortie carrément de la pièce et je suis partie à la salle à manger. Et j'ai réalisé que je pouvais peut-être m'en aller, ne pas revenir dans mon corps. Donc je suis revenue dans mon corps et j'ai plus jamais recommencé. Voilà. Et cette dernière expérience date d'il y a combien de temps? Alors l'autre, il y a à peu près, ça va faire à peu près 8 ans, juste un an et quelques après l'autre. Mais j'ai pas voulu réessayer parce que j'ai eu peur. Je me suis dit, attends, il y a eu autrefois des gens qui faisaient qui se déportaient comme ça. Il y a eu des saints, il y a eu des gens qui ont des forces, comment on appelle ça, mentales. Je sais que ça existe. Mais j'ai eu peur de le refaire toute seule parce que j'ai eu peur de partir, de ne pas revenir dans mon corps. Voilà. Alors, dites-moi, Annie, quand vous avez eu cette sensation, on parle de la dernière expérience là que vous avez tenté, donc de sortir de votre corps. Là, cette fois-ci, vous nous avez dit retrouvé dans la salle à manger. Ah oui, je suis carrément. La porte de la chambre était ouverte, je suis carrément partie me balader dans mon appartement, quoi. La salle à manger et ma chambre sont à côté. Ça m'a fait un peu peur. J'ai dit, oula, faut pas que je joue à ça. Surtout que j'avais écouté des émissions une fois quand je travaillais. C'était Yves Lignon, je crois. Vous êtes Louis Bénédicte, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Oui, tout à fait. Donc, j'avais entendu parler d'une jeune femme qui était sur Pau, comme ça, qui s'était retrouvée au moment d'un examen à revenir dans son appartement. Et j'avais dit, oula, si ça m'arrive pareil, il faut pas que je joue avec ça. Parce que bon, c'est vrai que ça doit être assez tentant de partir ailleurs. Vous comprenez? Oui, tout à fait. Et alors, quand vous étiez hors de votre corps, vous pouviez alors regarder, évidemment, puisque vous voyez où vous étiez, d'une part. Est-ce que vous vous êtes aperçu si vous pouviez entendre les sons? Ah oui. J'entendais tout vraiment comme si j'étais un deuxième vous-même, quoi. Voilà, un deuxième corps. Je sais pas comment vous dire, quoi. Comme si j'avais eu un double. Mon corps était sur le lit et moi, j'entendais tout, je me baladais, il n'y avait pas de problème, quoi. Est-ce que vous déplaciez vite ou, je dirais, à la vitesse normale en marchant? Est-ce que vous en souvenez de ça? Non, je sais que je suis partie comme, je sais pas comment vous dire, pas une flèche, mais je me déplaçais dans l'air, quoi. Je sais pas comment on peut pas l'expliquer. C'est tellement bizarre que quand ça vous arrive, vous dites c'est pas possible, je rêve. C'est une autre dimension, quoi. On a un peu peur de ce qui nous arrive, quoi. Lorsque vous vous déplaciez, vous étiez à quelle hauteur par rapport au sol? Vous étiez à une hauteur normale ou vous étiez encore en haut. Ah, vous étiez encore collé au plafond, quoi. Oui, tout en hauteur. Je suis restée à la hauteur du plafond et je me déplaçais. Je suis passée par le truc de la porte et puis je suis repartie de l'autre côté. J'étais vraiment en hauteur, quoi. Je sais pas combien ça fait un appartement. 2,10 m, 2,20 m. Oui, c'est ça. 2,20 m de haut. Mais enfin, vous regardiez tout de haut, finalement. Oui, voilà. Mais je n'ai pas traversé les murs, attention, hein. Je suis passée, la porte était ouverte, je suis passée sous la porte, je me promenais comme si j'avais été collée. C'était assez surprenant, d'ailleurs. Est-ce que vous aviez la sensation d'avoir votre corps, c'est-à-dire vos deux bras, vos deux mains, vos jambes? Oui. Je sais pas comment vous expliquer. Je me suis expliqué un peu quand j'ai accouché de ma fille, donc il y a 19 ans. On m'avait donné de l'oxygène, on appelle ça le masque, vous savez, quand vous... Et bien, ça me faisait un peu cette espèce de... J'étais bien, un bien-être qu'on n'explique pas, quoi. J'avais l'impression de planer. Un peu enivré, quoi. Voilà, c'est ça, comme vous disiez. Pourtant, j'avais rien pris, ni médicaments, ni... Oui, tout à fait. C'est normal, j'avais pas sniffé, j'avais pas rien. Oui. C'est pour ça que ça fait un petit peu peur. On se dit, jusqu'où peut aller l'esprit, quoi. Dans la matière qui n'est pas
le corps, quoi, le solide, hein, voilà. Oui. Et alors, en revanche, le retour. Oui. Comment ça s'est passé? Alors là, je vais vous dire, pour la dernière fois que le retour, ça a été un petit peu difficile parce que c'est un voisin qui a sonné à la porte. Et comme moi j'ai des chiens, à l'époque j'en avais que 2, ils se sont mis à aboyer, j'ai eu peur et ça m'a fait comme un éclair. Je suis rentrée dans mon corps, j'ai fait comme si j'allais m'étouffer. Et puis bon, après je suis revenue vraiment dans mon... J'ai pas eu de problème cardiaque, j'ai rien eu, mais très 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 fatiguée. Comme si j'avais pris un coup sur la tronche, quoi. Voilà. Comme si vous aviez couru un marathon sans vous arrêter, quoi. C'était vraiment... Vous vous êtes senti vraiment épuisé. Ah oui. Vraiment vidé, comme on dit. Oui, complètement. Voilà. Oui. Et le retour, en revanche, s'est fait de manière quasi instantanée, quoi. Ah oui, instantané. Comme s'il y avait eu un aimant qui m'est happé dans mon corps, quoi. C'est assez, d'ailleurs, c'est quelque chose que j'aurais aimé recommencer avec des gens autour, mais que je n'ai jamais osé refaire, quoi. Voilà. J'ai peur. Oui, bah ça. Si j'avais du monde autour de moi, peut-être que j'essaierais l'expérience. J'aimerais bien voir ce qu'il y en est. C'est comme pour être hypnotisé. J'aimerais bien aussi. Mais bon, jamais personne ne me l'a proposé, quoi. Oui. Voilà. Bah, vous savez qu'on peut vous mettre en relation avec des scientifiques qui peuvent être mais je demande que ça. intéressés pour vous aider éventuellement. Mon corps à la science. On n'ira pas jusque là. Mais en tout cas, essayez de rééditer l'expérience avec un électroencéphalogramme, etc. Ça pourrait être tout à fait intéressant. Je vais vous dire quelque chose sur l'électroencéphalogramme. J'avais passé un il y a à peu près 2 ou 3 mois, je sais plus exactement. Et quand ils me l'ont fait à l'hôpital de Tarbes, ils m'ont dit c'est bizarre, vous dormez ou quoi? Je dis non, pourquoi? Et le docteur Sanquet, qui est un neurologue, m'a dit que j'avais un tracé qui était plutôt comme si je dormais, alors que je parlais avec la personne, elle me faisait avoir des trucs, des lumières dans les yeux et tout. Et j'avais un tracé qui était plutôt pas plat, mais je sais pas comment on appelle ça, ils ont des termes à eux, quoi. Oui. C'est pour ça que j'aurais bien aimé savoir qu'est-ce que j'ai dans mon là-dedans. Dans la tête. Vous avez peut-être cette capacité assez rare qui vous permet de quand vous le voulez, en tout cas, de sortir de votre corps. Et vous n'avez avec le réel, voilà. Oui. Vous n'avez pas été tenté de traverser un mur, par exemple, ça, lors d'une des 3 expériences. Ça vous a pas... Non, parce que je vous dis, j'ai peur de pas revenir. J'ai peur de partir et puis de me dire tu peux plus rentrer dans ton corps, qu'est-ce que tu vas faire, quoi. C'est pas que ça me déplairait de voler autour des gens. Des fois j'ai envie d'aller voir mon ami, je dis si je pouvais me téléporter. Et vous savez que des fois c'est arrivé avec mon ami de faire un genre de télépathie. Par exemple, il se réveille à 5h du matin et je pense tellement fort à lui que moi je me réveille aussi, ou vice versa, je sais pas comment vous expliquer. Oui, il y a une arrête de penser à moi parce que tu me réveilles à 4h ou à 5h du matin. Il y a une connexion, ça c'est l'amour, c'est joli ça. Je sais pas. Ça c'est plutôt joli. Annie, je passe la parole à Pierre Massias. Qu'en penses-tu, Pierre? Finalement, ça a tout l'air de ressembler à un cas, je dirais, classique de sortie hors du corps. Pour le début, oui. Tout à fait classique, dans la mesure où ça peut arriver vraiment à n'importe qui, à n'importe quel moment. Sur Toulouse, on a eu des exemples, comme avec une étudiante qui avait voulu se reposer après une série d'examens et qui, allongée sur son lit, soudainement s'est retrouvée, s'est vue de l'extérieur de son corps. Et ça peut arriver vraiment à tout type de personnes. Même des gens qui ne sont pas particulièrement portés à croire aux phénomènes paranormaux. Il y a des gens qu'on appelle sceptiques, qu'on appelle sceptiques, oui. et à qui c'est arrivé. Je pense d'ailleurs au professeur Aulas. Il me semble bien que ça lui a un médecin psychiatre, donc qui dénonce en général les médecines alternatives, et à qui c'est arrivé. Mais bon, lui, il a vécu à sa manière, expliqué de par sa formation de psychiatre et de sceptique. Oui. Voilà, donc de ce point de vue-là, effectivement, ça peut vraiment arriver à n'importe qui. Et là, on est dans un cas, je dirais, classique, pratiquement. Et puis les gens se retrouvent au-dessus de leur corps, ils restent là. Évidemment, quand on est surprise, on est extrêmement surpris, donc on cherche pas à faire de mouvement, ou on se demande ce qui se passe, on attend la suite, et puis tout d'un coup, hop, on se réveille sur son lit. Par contre, la suite est un petit peu plus particulière. C'est-à-dire que à travers cette pyramide, ce point au milieu, ça fait penser à un procédé hypnotique. Donc on a là
le commencement d'un état modifié de conscience. On se concentre sur un objet. C'est un petit peu comme ça qu'on va amener des trans hypnotiques. Ouais. Donc on arrive à un état modifié de conscience avec une volonté derrière, c'est de reproduire un phénomène spécifique. D'où l'apparition du phénomène. Disons on s'est mis, enfin vous vous êtes mis dans un état qui, par votre volonté, favorisait l'apparition du phénomène. Oui. Vous vous mettiez en état de relaxation, de détente et en même temps de concentration, hein, Annie, pour réussir à produire ça. Oui. Disons que je ne dormais pas, comme je vous disais, j'avais les yeux ouverts, quoi. C'était pas un rêve. Un rêve, bon, c'est pas consciemment. Un rêve, vous fermez les yeux, puis hop, vous partez, quoi. C'est un effet de relaxation qui est dû à la fatigue, à tout ça. Tandis que là, je n'étais pas fatiguée. Je me concentrais, je disais, bon, j'en ai marre, j'ai envie de sortir, d'aller me balader, je me le projetais dans la tête, quoi. Je disais que je voulais me relaxer. C'était moi qui commandais mon corps. Voilà. C'est la différence avec un rêve. Un rêve, ça vous arrive, c'est pas vous qui le commandez, il arrive tout seul, quoi. Voilà. Oui. Vous le subissez plutôt, tandis que là, vous vouliez vraiment produire ce phénomène, quoi, vraiment. Oui. Pierre, est-ce que nous avons parmi nos connaissances des scientifiques capables d'épauler Annie pour reproduire dans des conditions tout à fait scientifiques et sécuriser autant que faire se peut ce type de phénomène, parce que Annie serait vous seriez tenté éventuellement de refaire ça. Je suis partante, j'aimerais le refaire parce que c'était vraiment bien, quoi. Effectivement, c'est envisageable dans la mesure où vous arrivez à contrôler, disons, dans une certaine mesure l'apparition du phénomène. On peut très bien imaginer le faire dans des situations, dans une situation contrôlée, sans contrôle scientifique, dur, contraignant, embêtant. D'abord, on essaie de reproduire un phénomène gentiment entre gens de bonne compagnie et de bonnes compétences. Ici, je pense typiquement au docteur Bernard Auriol. Qui est avec nous souvent, bien sûr, oui, tout à fait. J'imagine, je vais pas m'avancer pour lui, mais j'imagine que Bernard Auriol serait partant pour faire avec vous un nouvel essai. Je peux laisser mon... Oui, tout à fait, très volontiers. Pas de problème, mais Okay. Moi je suis partante parce que je trouve vraiment que justement des trucs comme ça peut faire avancer la science, quoi. Jusqu'où peut aller justement la volonté d'une personne. Parce que quand j'en ai parlé au docteur, bon, il a pas rigolé, il m'a dit oui c'est vrai, mais attention, ça peut être dangereux. Maintenant il est à la retraite, c'était le docteur Allo qui me disait. Et qui me disait, bon, parce que moi j'avais fait de l'asthme étant petite, donc il me dit, attention, ça peut être dangereux. Tu peux avoir des problèmes d'asthme. Parce que quand la dernière fois je me suis retrouvée, pas oppressée, mais quoi, j'ai eu un peu peur, parce que le fait d'être réveillée comme ça, surpris par l'aboiement de chien. Oui. Le retour a été violent quand même. Savoir où j'allais. Oui. C'est ouf, là, est-ce que je vais revenir dans mon corps? Et puis ça a été instinctif, quoi. Oui. C'est ça qui a été beau, parce que finalement c'est mon corps qui a appelé mon âme. Je pense que c'est ça le truc. Oui. Que je ne vois pas autrement comment ça aurait pu se faire, quoi. Voilà. Annie, vous ne raccrochez pas. Morad va prendre vos coordonnées hors antenne. D'accord. Et ensuite, on vous mettra en relation avec les scientifiques qui pourront vous aider à reproduire le phénomène, et on en reparlera, bien entendu. Pierre. Je vous remercie. Oui. Mais je vous en prie, Annie. Bonne soirée. Bonne soirée. Je voulais revenir sur cette notion de dangerosité de ce type d'expérience. J'étais étonné qu'un médecin dise que c'était dangereux comme ça, sans davantage de précision. En fait, de par les gens que j'ai rencontrés et qui ont vécu ce genre d'expérience, on ne voit pas apparaître de dangerosité particulière. Par contre, dans des livres plus ou moins sérieux, on va évoquer des dangers potentiels dans cet environnement que ces livres vont appeler astral et autres. Mais disons que tout ça, concrètement, personnellement, je l'ai jamais vu. Je l'ai jamais vu, je l'ai jamais rencontré chez les gens chez qui est arrivée une OBE, une sortie hors du corps. Par contre, effectivement, là, Michel a commencé à préciser... Annie, pardon. Un danger, le médecin a précisé un danger... vis-à-vis de l'asthme, etc. Donc, peut-être des montées d'angoisse, etc. Donc, attention, voilà. C'est pour ça qu'il faut faire ça dans des conditions sécurisées. Oui, si on veut le reproduire. Par contre, des gens à qui ça va arriver spontanément, il y en a
qui ne connaissent pas encore ce type d'expérience et chez qui ça va se produire, il faut absolument éviter cette angoisse justement. Ça n'est pas nécessaire. Elle est absolument obsolète. On va se voir au-dessus de son corps, on va voir un petit peu ce qui se passe. Enfin, bien sûr, je dis ça gentiment et on revient. Gentiment et on revient. Bon, il faut essayer de garder quand même une position de recul et autant que possible pendant l'apparition du phénomène. D'accord. Pierre, tu restes avec nous. Dans quelques minutes, un autre témoignage, celui de Michel. Vous pouvez continuer à nous appeler au 0826 300 300, 0826 300 300. Les aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédy sur Sud Radio. En compagnie également de Pierre Massias pour écouter vos témoignages, si vous pensez avoir vécu quelque chose qui relève de l'ordre du paranormal. Michel nous a rejoint. Bonsoir Michel. Bonsoir. Michel, vous avez vécu une expérience de mort imminente, c'est ça? Oui. Alors, racontez-nous dans quelles circonstances vous avez vécu ça. Ça remonte à combien de temps d'abord? Ça remonte environ 13-14 ans. Oui. Donc, mon père il m'avait acheté cette voiture. Et mon frère, un jour, il me demande la voiture pour aller se promener et j'ai senti la mort. Donc, je l'ai pas prêtée. Et au bout de 15 jours, 15 à 20 jours, c'est moi qui ai eu l'accident et effectivement, donc, je suis partie dans l'autre côté. Alors, raconte-nous exactement comment ça s'est passé. D'abord, l'accident, grave, j'imagine. Oui. La voiture, elle était morte. Ouais. Donc, c'est-à-dire que je suis sortie, je travaillais la nuit, donc dans un salon de jeu, donc ça au Portugal. Et un collègue, avec des collègues, on allait toujours après le boulot boire un café, manger des chocolatines et tout ça. Et on est allé, donc il m'a appelé, il me dit je viens, je dis fais comme tu veux, donc il est venu et finalement on est sortis que tous les deux parce que normalement on était toujours 4-5 et heureusement parce que sinon quelqu'un serait mort. D'accord. Parce que le côté de la voiture, elle a frappé sur un poteau de lumière et donc c'est là que j'ai été éjectée. Donc j'ai eu vraiment de la chance parce que j'ai même des photos et c'est hallucinant l'état de la voiture. Ouais. Donc je roulais, je baisse la tête pour faire le rétro-verso de la cassette et je sors de la route. Et sans regarder ni à droite ni à gauche, je donne un coup de volant. Et là, je faisais, donc c'était une route avec 4 voies. Donc je fais 2 fois, je vais dans l'autre sens. Heureusement qu'il y avait pas de voiture qui venait dans l'autre sens. Je suis allée 2 fois dans l'autre côté et jusqu'à que je me suis, j'ai descendu un petit ravin. Ouais. Donc j'ai été éjectée et j'ouvre les yeux, je tombe par terre. Je suis consciente à ce moment-là. Je tombe par terre et dès que je tombe par terre, je vais essayer de voir les dégâts si j'étais morte ou vivante. Et j'étais vivante, sauf que je n'étais plus sur terre. C'est-à-dire, j'étais sur terre, mais pas dans ce monde. Donc quand je tombe, j'ai senti la terre et l'herbe et j'ouvre les yeux. Il faisait un ciel bleu magnifique, un soleil magnifique. C'était un champ de blé infini. Il y avait un monsieur âgé de 80 ans par là, habillé comme dans le temps de Christ. Et ça ne m'a pas fait, si vous voulez, j'étais inconsciente parce que consciente, je me serais dit, elle est où ma voiture? Où est-ce que je suis? Il est 4 heures du matin, comment ça se fait qu'il fait jour? Oui. Vous étiez sereine, quoi. Vous n'aviez pas eu... J'étais sereine. Voilà. J'étais sereine. J'étais ce que je suis aujourd'hui, sauf que j'étais dans une autre atmosphère. Donc aujourd'hui, je peux conclure que la vie après la mort, elle existe. Alors attendez, continuez à nous raconter ce que vous avez vécu dans ce moment particulier. Vous étiez donc dans ce champ de blé, il faisait jour, alors que dans la réalité, il était 4 heures du matin, donc pleine nuit, et vous rencontrez ce personnage donc. Oui, on s'est regardé. Il était habillé comme dans le temps de Christ, c'est-à-dire avec les habits qu'il y avait dans le temps. Comme les figurines qu'il y a dans l'église, comme le pape il s'habille, des trucs comme ça. Donc c'était gris à l'intérieur et bordeaux à l'extérieur et il avait une canne ou une grosse divec, je sais pas. Elle était grande, elle était immense et puis en haut de la canne, elle faisait comme un escargot. Elle tournait en rond comme un escargot. Oui. Et donc elle était faite de bois de vigne. Vous savez, le bois de vigne qui fait tout le tour de la vigne. Et donc après, il y a les raisins.
Et donc c'était fait de ça, de bois de vigne. Et je regardais sa canne, on dirait que sa canne elle augmentait. Et plus je me concentrais sur la canne, et d'un clin d'œil, j'étais sur terre, j'étais par terre, mais il faisait nuit. Et donc j'étais là où j'étais tombée pendant mon accident. D'accord. Donc vous êtes revenu dans la réalité. Je suis revenue dans la réalité, oui. Oui. Et j'étais bien là-bas. Si on pouvait choisir, j'aurais choisi de rester là-bas. Mes parents, ils m'auraient fait des funérailles, donc je serais morte. Oui. Pourtant, j'étais vivante. Voilà, donc tout le monde, nous sommes, en fait, ce que je ressens aujourd'hui de tout, parce que bon, ça c'est une expérience que j'ai eue. J'avais senti la mort parce que bon, je fais de la voyance, de la prémonition, on va dire. Parce que je vois des choses j'ai vu des choses qui se sont passées après dans la réalité. Elles n'étaient pas encore arrivées. Michel, est-ce que ces phénomènes ont commencé après l'accident ou est-ce que ces phénomènes, vous les aviez déjà avant? Avant. J'avais 14 ans la première fois que j'ai eu quelque chose de anormal, on va dire. C'était quand j'avais 14 ans. Et j'étais dans la cuisine et tout d'un coup, je sens un esprit dans mon corps. En fait, c'était un esprit, c'était une personne âgée, puisque je l'ai vu son visage, c'était une personne âgée qui était handicapée de la bouche. Donc il y avait un tic particulier dans la bouche qui tournait vers la gauche. Donc la bouche, si vous voulez, mon manteau, il allait sur la gauche. C'est comme si je n'avais pas de dents. Le menton, d'accord, oui. Et donc, après, cette chose était là, je n'arrivais pas à parler, puisque ma langue, elle se tournait dans la bouche, et j'arrivais pas à avaler non plus. Et donc, je voulais parler, les sons de ma bouche, c'était donc j'avais la langue coincée, et pourtant, j'étais consciente. Mais cette chose, elle était plus forte que moi. L'esprit qui s'est mis dans mon corps, il était plus fort, donc c'est lui qui agissait et pas moi. Je n'avais pas de pouvoir sur moi. Vous vous sentiez comme possédé en quelque sorte. Voilà, j'étais tout à fait possédée, mais complètement, puisque ma bouche, je mettais les deux mains contre mon visage et ça sortait, il y avait un morceau de manteau qui sortait de dans la main. Oui. Et comment... Et après donc? Donc après, j'allais faire des courses avec ma mère et ma grand-mère. On allait dans un marché et j'étais comme un zombie. J'étais un zombie total. J'étais consciente puisque j'étais dans mon corps. Ma pensée, elle était en moi. C'était moi. Mais il y avait cette chose qui me possédait, que je ne pouvais pas faire ce que je voulais moi. Je n'avais pas d'attitude. J'étais un zombie, un légume. Et après, au passage, donc comme il y avait beaucoup de gens dans le marché, chaque personne qui me touchait, qui passait contre moi, qui me touchait, il y avait comme des poids lourds qui partaient. Et après, au bout de 5 minutes, je suis passée entre tellement de gens. Et après, les petits poids, par petits poids, le truc, il est parti. D'accord. Ça, c'est le premier... La première fois. Voilà. Alors, la deuxième fois, c'est j'ai eu un flash et j'ai vu la voiture de mon frère cassée. Et je lui dis, tu vas avoir un accident et je vois ta voiture cassée. Mais comme il ne croit pas à ces choses-là, il m'a dit, ouais, toi et tes conneries là, je crois pas à ça et j'aurai pas d'accident. Et au bout de 15 jours, d'ailleurs, ce week-end, j'étais même pas à la maison, j'ai dormi chez une copine parce qu'on partait dans une île. Et le lendemain, quand je suis arrivée, je suis allée chez sa belle-mère récupérer la voiture et elle m'a montré la voiture puisque je l'avais dit qu'il allait avoir un accident. J'ai dit, je vois la voiture de mon frère cassée, le capot, il fait comme une vague, et il va avoir un accident, mais bon, je sens pas la mort, c'est bon. Donc, effectivement, au bout de 15 jours, il a eu l'accident. Et donc, j'ai vu que j'avais raison de Est-ce que vous avez vu la voiture et est-ce qu'elle correspondait à l'image que vous avez eue? Oui, j'ai vu la voiture. La voiture avec le capot en forme de vague, etc. Oui. Qui correspondait pareil. À ce que vous aviez vu, quoi. Oui, pareil. Pareil. Par contre, je n'ai pas vu casser rien derrière, et derrière, il y avait une bosse. Et pourtant, j'avais pas vu ça dans le flash. J'ai vu juste le devant, mais le devant, il était pareil que je l'avais vu avant. Voilà, la même image en quelque sorte, quoi. Pierre Macias, c'est un cas de prémonition que je qualifierais de classique, non? Qu'en penses-tu?
Ce cas de l'accident de voiture, oui. Bon, ça peut arriver aussi à beaucoup de gens d'avoir un flash comme ça. Vous nous avez pas précisé si c'était un flash au cours d'une période éveillée ou. Ça a été, si vous voulez, les flashs que j'ai, c'est n'importe quand. Je ne demande pas, je ne me concentre pas, je le vois. C'est pas un rêve. Vous êtes éveillé, vous êtes réveillé et ça vous arrive comme ça. C'était dans l'après-midi, donc il montait les escaliers, et il passe à côté de moi, et j'ai vu ça. Et j'ai dit, tu vas avoir un accident avec ta voiture, roule doucement. Oh, toi avec tes conneries, non. Voilà. Et il vous a pas cru. Oui. Pierre, c'est vrai que ça représente, ça ressemble à un flash de voyance comme ça qui arrive en pleine poire, quoi, en quelque sorte. Tout à fait, en pleine figure, comme ça, on s'y attend pas, ça vient, on vit la situation. Je pense que vous avez plutôt vécu la situation. Quand vous nous dites que vous avez vu la voiture de devant, vous l'avez pas vue derrière, je vous imagine vraiment dans une situation où vous êtes physiquement dans émotionnellement devant la voiture. Vous voyez la scène. Elle le vit vraiment. D'accord. Ça, je le rapprocherai un petit peu avec l'autre expérience que vous nous avez racontée sur la vieille dame. Je ne serais pas forcément partisan d'un esprit qui incorpore un corps comme ça, une voyance, un ressenti peut s'exprimer de cette manière-là. On le vit une empathie, fort, vraiment une empathie presque complète, tellement forte qu'on ressent la personne à l'intérieur de soi. Et on va la ressentir totalement, éventuellement avec des particularités physiques. Avec ses particularités physiques et tout ça, sans pour autant forcément penser à un esprit, une possession. C'est vraiment un vécu émotionnel fort. Merci beaucoup en tout cas, Michel, de nous avoir rapporté cette histoire tout à fait passionnante. Un petit SMS qui vient de nous arriver, 2 SMS d'ailleurs qui sont arrivés. Un d'Alain de Bordeaux qui dit « Attention à une trop longue sortie du corps, il faut s'entourer de précautions et de ne pas le faire seul. » Ça, on est à peu près d'accord là-dessus. Si ce monsieur connaît ce genre de problème, je l'invite à nous contacter. Voilà, à nous contacter. Eh bien, justement, il y a un deuxième SMS qui est arrivé de Fabien, celui-ci qui nous dit « Il m'est déjà arrivé de sortir de mon corps. » Fabien, je vous invite à nous appeler sans tarder, tout de suite, là maintenant, au 0826 300 300 pour que l'on puisse avoir vos coordonnées, pour que Morad puisse recueillir vos coordonnées. Et comme ça, on vous rappellera, puisque dans 15 jours, on va consacrer une émission entière avec des spécialistes consacrés à la sortie hors du corps. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Benedi, les aventuriers de l'étrange. Avant de se quitter, puisque notre émission arrive à son terme, je vous rappelle le titre du livre, Les 4 accords Toltec. C'est aux éditions Jouvence, écrit par Don Miguel Ruiz, avec 2 sites internet que je vous recommande. D'abord celui des éditions Jouvence, édition-jouvence.com, édition pluriel, _jouvence.com, et un autre site internet, cercledevie.com, cercle de vie en un seul mot,
sudradio.com. Vous allez pouvoir avoir toutes les informations concernant les 4 accords Toltec. Demain, une émission encore passionnante. Je vous emmènerai... Alors, je ne sais pas trop où géographiquement, j'avoue que je ne sais pas. Si je le savais, eh bien, je décrocherais un prix Nobel, pas mal, pas loin, je sais pas. Mais enfin, quelque chose de très important comme prix, puisque nous irons à la recherche de l'Atlantide. L'Atlantide, d'abord, a-t-elle existé? Les Atlantes ont-ils existé? Et nous essaierons de décortiquer avec des chercheurs, des passionnés dans ce domaine, quelles sont les différentes hypothèses qui sont en présence actuellement. Et il y a des hypothèses tout à fait intéressantes et réellement passionnantes. Merci à Mathieu qui signe la réalisation de cette émission, Morad qui était au standard, Pierre Massias qui me donne un coup de main comme d'habitude pour la réaliser. Quant à moi, je vous souhaite une excellente nuit. On se retrouve demain de 22h à minuit pour aller à la recherche de l'Atlantide. Passez une douce nuit sur Sud Radio.